Bonjour et bienvenue sur le podcast de Kimamori qui vous propose de découvrir ou redécouvrir les œuvres littéraires d'hier et d'aujourd'hui, leurs auteurs et leurs traducteurs, par le texte et dans l'oralité. Cette semaine, nous nous plongeons dans les romans qui nous donnent des frissons et qui nous transportent par leurs intrigues glaçantes. Après un extrait du dernier roman de Paula Hawkins, nous vous proposons aujourd'hui d'écouter un extrait de Misery, le roman inoubliable de Stephen King, adapté au cinéma, traduit en français par William Olivier Desmond et lu par Marie Bouvier. Cette série vous est proposée dans le cadre de notre partenariat avec Audiolib, chez qui vous trouverez tous les livres audio présentés. La partie de son esprit douée de prescience la vit avant même de savoir qu'il la voyait, et dut certainement la comprendre avant de savoir qu'il la comprenait. Sinon, pourquoi lui aurait-il associé des images aussi sévères et menaçantes? Chaque fois qu'elle venait dans la chambre, il pensait à ces idoles qu'adorent dans les romans de H. Rider Haggard les tribus africaines superstitieuses, ainsi qu'à des pierres, à un destin funeste. Se représenter Annie Wilkes sous la forme d'une idole africaine sortie tout droit des mines du roi Salomon ou d'elle était à la fois grotesque et étrangement juste. Grande comme une jument, c'était une femme qui, en dehors du renflement volumineux mais guère accueillant de sa poitrine, semblait ne présenter aucune courbe féminine, aucune rondeur définie aux hanches, aux fesses, ni même aux mollets, sous l'interminable succession de jupes en lainage qu'elle portait dans la maison. Elle disparaissait dans une pièce invisible pour enfiler des jeans avant d'accomplir les corvées à l'extérieur. Elle avait un corps monumental, mais dépourvu de générosité. Elle donnait une impression d'engorgement et de butoir plutôt que d'orifice accueillant, ou même simplement d'espace ouvert, de zone de hiatus. Plus que tout, il se dégageait d'elle une impression perturbante de compacité, comme si elle n'avait possédé ni vaisseau sanguin, ni même organe interne. Comme s'il n'y avait eu que de l'Annie Wilkes bien solide d'un flanc à l'autre et des pieds à la tête de cette femme. Il éprouvait de plus en plus la conviction que ses yeux, qui apparemment bougeaient, étaient en réalité peints sur elle, et qu'ils ne se mouvaient pas davantage que ces yeux de certains portraits qui paraissent vous poursuivre partout où vous allez dans la pièce où les tableaux sont accrochés. Il lui semblait que s'il avait placé 2 doigts en V et tenté de les enfoncer ainsi dans ses narines, il se serait heurté au bout d'1 centimètre à quelque chose de solide, quoique peut-être de légèrement souple. Que même le cardigan gris qu'elle portait en permanence, tout comme ses jupes informes, voire même ses jeans pour gros travaux, faisait partie de ce corps fibreux, compact, qu'aucun réseau ne parcourait. Si bien que cette impression d'idole sortie tout droit de quelques romans échevelés n'avait en réalité rien de surprenant. Comme une idole, elle ne donnait qu'une chose, un sentiment de malaise qui s'accroissait progressivement et tournait à la terreur. Comme une idole, elle prenait tout le reste. Non, attendez, c'est tout à fait injuste. Elle donnait bien quelque chose, ces gélules amères qui faisaient monter la marée au-dessus des poteaux. Les gélules étaient la marée, Annie Wilkes, la présence lunaire qui les entraînait dans sa bouche comme une vague rejette des espars sur une plage. Elle les lui apportait toutes les 6 heures, n'annonçant tout d'abord sa présence que par les 2 doigts qu'elle enfonçait dans sa bouche, et il ne tarda pas à les sucer avec enthousiasme en dépit de l'amertume, puis par sa silhouette mal fagotée que complétait d'ordinaire sous son bras un exemplaire en édition de poche de l'un de ses romans. La nuit, elle lui apparaissait dans une robe rose éraillée, le visage brillant d'une crème quelconque. Il aurait pu en énumérer les principaux ingrédients sans difficulté, bien que n'ayant jamais vu le flacon d'où elle provenait, tant était forte l'odeur moutonnière de la lanoline.
et le secouait pour le tirer d'un sommeil aux rêves pâteux, épais, fétide, les gélules au creux de la main, une lune vérolée nichée dans un coin de fenêtre au-dessus de l'une de ses épaules de déménageur. Au bout d'un moment, alors que son inquiétude était devenue trop manifeste pour pouvoir être ignorée, il découvrit enfin le nom du produit dont elle le gavait. Il s'agissait d'un analgésique avec une forte composante de codéine, le Novril. Et si elle ne devait lui apporter le bassin que rarement, cela tenait non seulement à ce que son régime était entièrement constitué de liquide et de gelée, au début tandis qu'il était dans le nuage, elle l'alimentait par intraveineuse, mais aussi à ce que le Novril avait la constipation comme effet secondaire. Mais il en avait un autre, nettement plus sérieux. Les risques d'insuffisance respiratoire chez les patients fragiles. Paul n'était pas particulièrement fragile, même s'il était gros fumeur depuis près de 20 ans, mais sa respiration ne s'en était pas moins arrêtée au moins une fois. Le même accident s'était peut-être produit sans qu'il en eût conscience alors qu'il gisait encore dans la brume. Le jour où elle lui avait fait le bouche à bouche. C'était peut-être seulement un accident comme il en arrive, mais il en vint plus tard à soupçonner qu'elle avait failli le tuer involontairement à cause d'une dose trop forte. Elle n'en savait pas autant qu'elle le croyait sur ce qu'elle faisait. Ce n'était là que l'un des aspects d'Annie qui avait le don de le terrifier. Il découvrit 3 choses presque simultanément, environ 10 jours après avoir émergé du nuage sombre. La première était que Annie Wilkes possédait de vastes réserves de Novril. Elle disposait en réalité de vastes réserves de toutes sortes de médicaments. La deuxième, qu'il était accro au Novril. Et la troisième, que Annie Wilkes était une dangereuse cinglée. Vous venez d'entendre un extrait de Misery de Stephen King, traduit en français par William Olivier Desmond et lu par Marie Bouvier. Il est disponible en livre audio chez Audiolib. En bonus, vous pourrez écouter 2 extraits d'un autre livre de Stephen King, Après-demain. Mais demain, nous vous emmenons au cœur d'un roman d'un tout autre ordre, et pourtant glaçant comme promis. Chères auditrices, chers auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site internet kimamori.fr, nous suivre sur les réseaux sociaux, et nous serions très heureux de vous voir rejoindre notre communauté de lecteurs en adhérant à notre association.